attention, posez vos objets fragiles. La séquence qui va suivre est réalisée sans trucage par un membre du journal d'extrême droite Valeurs Actuelles. Moi, je vous avoue que je suis très étonné que le pouvoir d'achat soit la priorité des priorités des Français. On vit bien en France. On n'est quand même pas un pays à plaindre. On vit dans une société où tous les adolescents de ce pays ont dans leur poche un smartphone qui vaut 1 000 euros. Moi, je trouve ça incroyable. On est obsédé par son pouvoir d'achat parce qu'il faut absolument pouvoir avoir un écran plat, avoir un smartphone, avoir une console de jeux vidéo. Je sais que Nadia s'est inquiétée tout à l'heure, il y a 5 secondes. Tu parles bien de la Guadeloupe. Oui, mais je pense que cette vidéo, je vais la mettre toutes les semaines. Quand même, quel délice, hein, cette petite cascade de bon matin. Contempler la terreur de ce journaliste d'extrême droite, savourer sa panique, regardez-le s'agiter dans tous les sens. Il est comme ça. On parle social aujourd'hui, enfin, c'est pas les Noirs et les Arabes. Enfin, merde, j'ai rien prévu. Le smartphone, alors ça coûte déjà combien un iPhone 1 000 euros, non, le pouvoir d'achat, enfin les écrans plats, quoi. On vit dans une société, c'est quand même, c'est vraiment une société, quoi. Bon, le type, il est complètement perdu et il a raison parce qu'en effet, ce matin, on parle de social. Alors, faites vos valises, on part en Martinique et en Guadeloupe, en effet, où la colère sociale est immense et où surtout, elle est légitime. Il en a été question aux médias depuis plus d'une semaine. La Guadeloupe et maintenant la Martinique, et peut-être bientôt la Guyane, sont l'objet d'un mouvement de contestation sociale très puissant qui inquiète beaucoup le pouvoir. Et oui, le pouvoir est inquiet, il est très inquiet, parce qu'il y a des violences, il y a du feu dans la rue, et ça non plus, c'était pas prévu que les gens ne se laissent pas faire, qu'un mouvement social très organisé ne baisse pas la tête, et que parfois aussi, c'est vrai, la colère explose. Le pouvoir est en train de craquer en Guadeloupe, il craque à cause de la force de la contestation. Écoutez par exemple l'intervention du président du conseil régional, M. Chalus, dont vous avez parlé déjà la dernière fois, membre du bureau exécutif de La République En Marche, je le rappelle, c'est donc un modéré qui doit lui aussi hausser le ton. En 24 heures, on nous envoie des forces de l'ordre, GIGN et autres. Je ne suis pas contre, je comprends cela. Mais nous avons attendu 6 mois pour avoir des respirateurs, des lits, des masques pour notre CHU. On oublie que ce CHU avait brûlé et rien n'a été fait. On a perdu du temps. Voilà, qui résume quand même assez bien la situation. Le GIGN met 24 heures à débarquer, alors qu'il a fallu 6 mois pour protéger les Guadeloupéens face au Covid. Et face à cette colère légitime, que fait le gouvernement ? Eh bien, il recycle ses vieilles recettes. D'abord, pourrir le mouvement social en jouant la montre. Parce que la contestation face au pass sanitaire et à l'obligation, en Guadeloupe, elle dure depuis juillet, à l'initiative de 30 organisations syndicales et citoyennes, et que rien n'a été fait depuis. En fait, même la contestation, on pourrait le dire, est bien plus ancienne. Une grève générale a eu lieu en juillet 2019 au CHU de Pointe-à-Pitre, contre les conditions de travail qui étaient jugées insoutenables à l'époque, du personnel depuis l'incendie notamment de 2017. On pourrait même revenir un peu plus avant. En 2009, une grève générale de 44 jours est emmenée à l'époque par le LKP, le collectif contre l'exploitation outrancière, qu'on revoit aujourd'hui dans la rue. Bref, comme d'habitude, le gouvernement joue le temps en espérant que les contestataires s'épuisent. Sauf que cette fois, comme dirait l'autre, les calculs sont pas bons. Deuxième carte du gouvernement, essayer de diviser, de diaboliser le mouvement, c'est la technique classique. On fait passer les Guadeloupéens et les Guadeloupéennes comme des gens manipulés. On dit en fait, oh les pauvres, qu'est-ce qu'ils sont pauvres. Mais bon, d'habitude, ils sont gentils, hein, ils sourient quand on les exploite. Donc là, c'est vraiment qu'il y a des gens particulièrement pervers et vicieux et politiques qui instrumentalisent leur pauvre détresse de pauvres. On explique qu'il y a une minorité, sans qu'on ne sache d'ailleurs trop laquelle, de gens dangereux, qui justifie d'ailleurs qu'on fasse intervenir sur l'île le RAID, une unité d'intervention spécialisée, plutôt dans la lutte contre le terrorisme ou le grand banditisme, plutôt que contre les mouvements sociaux, ce qui annonce la couleur. On criminalise, on bestialise la contestation sociale. J'ai vu un titre de chaîne d'info hier parler de contagion en Martinique, comme si les manifestants étaient une maladie, comme si au fond c'était eux et pas le Covid, l'épidémie. Et une fois qu'on a bien fait passer les gens pour des sauvages, on pose la question rituelle. Est-ce que vous condamnez les violences ? On pose ça aux responsables politiques. Et puis il y en a un qui est tombé dans le panneau récemment, le candidat des Verts, Yannick Jadot. Il trouve ça normal que l'État engage des forces pour tenter de rétablir la paix. Ah ok, c'est normal qu'on trouve la paix en pétant la gueule aux gens. Dites donc, c'est qu'il y a du Macron dans ce verre. En fait, Yannick Jadot, c'est peut-être un Macron tout vert. Ça me fait penser à CTLM, en fait. Vous voyez le petit personnage tout vert. On est fantastique, on condamne la violence et on recourt à la violence pour condamner la violence. Pour condamner. Non, mais pour retrouver la paix, il faut casser des dents, c'est bien connu.
On fait aussi passer le personnel soignant là-bas pour des irresponsables, alors que 85% des personnels de la santé sont vaccinés et que dans certains hôpitaux, en réalité, le taux de vaccination approche les 100%. À force de mépris et de brutalité, on se rappelle ces mots du président Macron en mars 2020, prononcés sur un ton grave. « Nous sommes en guerre ». Oui, monsieur le président, on dirait bien que vous êtes en guerre, mais contre votre propre peuple, parce que moi, j'ai jamais vu le RAID ou le GIGN guérir quiconque du Covid. Et puis surtout, alors là, ce qui arrive, c'est une pépite. Tu en as parlé tout à l'heure, Nadia, on touche à du très très lourd. La vidéo que vous allez voir, je l'ai vue hier grâce à Mediapart et je peux vous dire que je m'en suis toujours pas remis. Ça s'est passé donc la semaine dernière au ministère de l'Outre-mer de Sébastien Lecornu. Visionnez donc. Les amis, bonjour, hein. Alors, comment dire ? On envoie le GIGN ou Par où commencer ? Ouais, je sais pas. En fait, si, je sais. Moi, je vais commencer par dire que moi, personnellement, je déteste faire la leçon sur les gestes barrières, tout ça, parce qu'au fond, on est humain, il y a des situations où il y a eu des entorses, les masques, ça nous saoule tous. Alors, en général, oui, il faut rester vigilant, ça peut arriver, même aux politiques. Je reproche pas trop cette chose-là, mais là, en pleine crise épidémique, en pleine situation sociale explosive, il faut se rendre compte quand même du culot. Les ministres, en fait, ils demandent à toute une population d'être ultra vigilants et disciplinés sur les gestes barrières, mais derrière, au ministère, pompe up. En fait, je crois que le Covid, quand on est au ministère, ça va. Ça va, le Covid. Tu pénètres pas les lieux, non, ça va, les institutions. Non, ça va. Dans le ministère, ça va, c'est bien. Faut les imaginer un peu. Je pense qu'ils sont un peu là, comme ça. Bon, alors, la Guadeloupe, bon, couvre-feu. Hein. René, tu me remets du rhum, parce que je suis à sec, là. Voilà, c'est un peu ça, l'image du ministère. Et puis, en plus, c'est pas la première fois, nous dit Mediapart. C'est là où on sent que c'est des génies, là-haut. Un exemple, le 13 octobre, le même ministre des Outre-mer, M. Lecornu, appelle, je le cite, tous les Calédoniens à respecter le confinement. Et il continue sur un ton grave. En respectant strictement les règles, vous sauvez des vies. En les contournant, vous aggravez l'épidémie qui a déjà fait trop de victimes. Ah bah je crois que c'est lors de l'apéro, les mecs. Bah oui, parce que 3 jours après, on le voit dans un apéro à Nouméa, alors que toute la Nouvelle-Calédonie est soumise à un confinement strict. Non, franchement, moi, cette séquence, elle est incroyable. Même moi, j'ai du mal à y croire tellement c'est énorme. Et puis, au-delà de ce sentiment que ceux d'en haut ne s'imposent pas la discipline qu'ils nous imposent à nous, il y a aussi la situation sociale qui, elle, par contre, est la vraie violence. Alors, c'est moins spectaculaire, hein. Il n'y a pas de voiture qui brûle quand c'est comme ça. Et c'est en général pour ça que les gens s'en foutent. Parce qu'en Guadeloupe, le mètre cube d'eau, par exemple, est facturé un tiers plus cher que dans l'Hexagone. Pour 100 mètres cubes d'eau captés dans les rivières, seuls 40 mètres cubes parviennent en moyenne à être distribués à la population, alors que la Guadeloupe dispose de 2 fois plus d'eau douce par habitant que la France hexagonale. Et avec des salaires beaucoup plus bas que dans l'Hexagone. Plus bas. À cause du sous-investissement dans la réparation des fuites et des canalisations pendant des décennies, 400 000 personnes sont en situation de stress hydrique. Un jeune sur 3 est au chômage, selon l'INSEE. Le chômage, parlons-en d'ailleurs, il est de 19% en Guadeloupe, de 15% en Martinique, alors qu'il est d'environ 8% ici. Plus d'un tiers des habitants sont pauvres, c'est-à-dire qu'ils gagnent moins de 1 010 € par mois. En Martinique et en Guadeloupe, c'est 2 fois plus que dans l'Hexagone. L'INSEE, en 2018, nous disait que le PIB par habitant était de 24 000 € en Martinique, 22 500 € en Guadeloupe, contre 35 000 € ici. En Guadeloupe, on compte 354 médecins pour 100 000 habitants, contre 437 à l'échelle nationale, 48 lits d'hôpital pour 10 000 habitants, contre 60 pour l'Hexagone. Le nouveau CHU, suite à l'incendie de 2017, n'a toujours pas été totalement rénové. Il paraît qu'il arrivera en 2022. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut au moins 5 ans pour retaper un CHU quand on est en Guadeloupe. Juste comme ça, on se souvient au début de l'épidémie, quand même, mondiale de Covid, que les Chinois avaient fait pousser notamment un centre hospitalier immense en 10 jours. Et juste comme ça aussi, je rappelle que lorsque la cathédrale Notre-Dame a été incendiée, Macron nous annonçait l'œil brillant qu'il suffirait de 5 ans pour la reconstruire. Voilà où on en est, 5 ans pour retaper un CHU. Alors, pour conclure, je vous propose d'écouter la parole puissante d'un des leaders de la contestation en Guadeloupe, Elie Domota, porte-parole du LKP, dont j'ai parlé tout à l'heure.
nous décider de prendre la rue là parce que c'est celles gens qui tiennent compte de nous. Nous marcher, nous parler, nous faire preuve de civilité, nous voyer courrier, nous faire vidéo, nous demander audience, nous téléphoner, nous voyer mail, nous voyer fax. Seule réponse à ces messieurs, c'était répression. Nous ni plus d'une vingtaine de camarades nous qui sont condamnés à d'aller piquer de grève. Et ben pour conclure, s'il y avait un message à donner aujourd'hui, c'est celui du soutien total à nos amis guadeloupéens, aux Martiniquais, aux Guyanais, peut-être qu'ils nous écouteront tout à l'heure, parce qu'il y a un décalage horaire, à tous ces Français en fait qui se lèvent contre un ordre injuste, brutal et arrogant. Non, les gens ne sont pas des sauvages. Il y a une plateforme de revendication qui a été émise par ces organisations avec 32 propositions qui a été depuis le début d'ailleurs ouverte à une certaine forme de négociation. Moi je leur dis, vous avez raison de ne pas être gentil. Ne soyez pas gentils, ça ne mène à rien d'autre qu'à se faire écraser en Macronie. N'ayez aucun remords, aucun regret, n'ayez aucun doute quand vous défendez votre liberté et votre dignité. Soyez persuadés que d'ici, on vous regarde avec amour et fraternité depuis l'Hexagone, que vous avez déjà gagné notre respect et que vous allez bientôt gagner à ses dépens celui du gouvernement. Force à vous. Merci David Guiraud, force effectivement à nos camarades d'outre-mer. Je crois qu'on peut dire que c'est le gouvernement qui n'est pas très gentil avec les populations d'outre-mer que l'inverse. Oui. Non mais ils attendent que les gens viennent avec le sourire et porter quelques petits carnets de doléances. Je ne sais pas comment ça se passe dans leur tête, mais effectivement, il n'y a que la contestation sociale et le rapport de force en fait, qui font bouger les choses. Malheureusement, je pense qu'il y a plein de gens qui aimeraient bien que le gouvernement se rende compte de lui-même que ça craque de partout, que ça craque dans l'eau, les gens ont des coupures d'eau, c'est un des gros problèmes en Guadeloupe, les coupures d'eau, que la situation sociale est intenable, que du point de vue du chômage, c'est pas possible. Bah oui, les gens, ils aimeraient bien que ne pas avoir à faire tous ces efforts. C'est pas marrant de rentrer en grève, c'est pas marrant de perdre des jours de salaire, c'est pas marrant d'occuper la rue. Et même, bah oui, il y a des jeunes qui crament des voitures, mais c'est pas drôle en fait, c'est pas un jeu, c'est pas quelque chose que les gens font pour s'amuser. Ça témoigne plus d'une détresse bien sûr. qu'autre chose. D'ailleurs, la dernière fois, on en parlait avec Keiza Nubri. En fait, la première revendication, c'est ce qui revient souvent, c'est la liberté. Vraiment, ces populations donc d'outre-mer ont le sentiment de vivre en fait dans une prison à ciel ouvert, d'être complètement, être en marge complètement en fait de la communauté nationale et d'être laissé à l'abandon, puisque aujourd'hui les revendications dépassent bien évidemment cette obligation vaccinale imposée aux soignants. Dire que c'est des régions françaises en fait, donc ils veulent juste être traités comme des Français. Enfin, je veux dire, le panel des revendications n'est pas très haut, c'est juste d'être traités à égalité, ce qui est quand même dans la Constitution. Hein. On demeure libre et égaux en droit dans ce pays, et la réalité que c'est pas le cas. Voilà, c'est pas le cas, et quand ils s'élèvent, on leur envoie quoi? Leur aide et le GIGN, quoi. Donc forcément, ça craque. Et puis c'est vrai que ça a déjà été dit, donc je ne suis pas revenu dessus dans ma chronique aujourd'hui, mais il faut comprendre quand même que le chlordécone, là-bas, c'est-à-dire l'empoisonnement d'une grande partie de la population avec des cas de cancer qui explosent, etc., fait que la croyance en la parole de l'État et en la parole scientifique n'est pas la même. Et on ne peut pas considérer comme ça que l'État va arriver en disant « bon, faut faire ça ». Et puis c'est comme ça et pas autrement. Moi, je suis pour la vaccination. Je prends aussi ma part de responsabilité. Je pense qu'il faut le faire. Et je le dis. Mais c'est pas pareil, quoi. Le rapport à la science, le rapport à l'État est pas le même. Là, on parle de gens empoisonnés, quoi. Voilà. Donc forcément, ils sont un peu plus rétifs. Et ça se comprend. Parce que dans leur vécu, dans leur histoire sociale, c'est des cancers qui ont explosé sur l'île parce que les gens ont été empoisonnés. D'ailleurs, j'avais vu, je crois que c'était Mathilde Panot qui en parlait à l'Assemblée, dans les 30 premières matières qu'on trouve dans l'eau, il y a une quinzaine de pesticides. Enfin, je veux dire, là-bas, la situation sanitaire, c'est quand même que l'État a menti, a caché ses responsabilités, et que du coup, bah oui, le rapport n'est pas le même à la parole publique. Et on ne peut pas en vouloir aux gens d'être un peu méfiants, parce que c'est justement parce qu'ils sont un peu méfiants qu'ils se sont rendus compte qu'ils se faisaient empoisonner, quoi. Je pense qu'aussi, même dans l'Hexagone, il y a quand même une méfiance aussi à l'égard du gouvernement. C'est pas propre aux populations d'outre-mer. Non, mais il y a quand même... En fait, en France, par exemple, il y a dans l'Hexagone, il y a la question par rapport au sang contaminé ou autre. Il y a des traumatismes collectifs qui expliquent que... Enfin, ça vient pas de nulle part, en fait. Le fait que les gens n'aient pas toujours confiance en la science, parfois, moi je trouve, même parfois pas pour les bonnes raisons, mais il y a des traumatismes collectifs, c'est-à-dire il y a des expériences de vie où il y a des gens, le Mediator, moi c'est arrivé à des gens de ma famille, voilà, il y a des AVC, on ne sait pas trop pourquoi, en fait. Donc c'est pas débile, les gens sont pas débiles, ils se réveillent pas le matin en disant tiens, je vais pas croire en la science. Ça se passe pas comme ça. Et en Guadeloupe, c'est très fort, parce qu'il y a quelque chose de très fort qui s'est passé récemment. Ça date pas d'il y a 2 siècles, la chlordécone. C'est très récent, et la reconnaissance
de l'empoisonnement, elle est encore en cours, y compris par l'État ou autres, qui continue à serpenter. Donc forcément, les gens, on ne peut pas avoir le même discours en Guadeloupe, je pense, et on doit redoubler d'efforts de pédagogie, justement, de dialogue, de contrepartie, s'il faut. Enfin, c'est comme ça qu'on convainc les gens, pas en envoyant le raid.